Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ce webinaire sur la reconversion professionnelle. Reconversion professionnelle, tout savoir sur les dispositifs de financement et de formation. Je suis Lionel Lemaire, je suis directeur général à Transition Pro Grand Est et je suis accompagné de Francis Jérôme, directeur général de Transition Pro Bourgogne-Franche-Comté. Tout à fait. De Julie Houpert, chef de projet Transition Collective et responsable du développement à Transition Pro Grand Est. Bonjour Julie. À distance, nous avons Thierry Dubuisson, référent de parcours formation à Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. C'est tout à fait bonjour, ça, bonjour tout le monde. Et nous avons Céline Zarny, directrice de Certif Pro depuis Paris, n'est-ce pas? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Céline. Ravie d'être avec vous. Eh bien, nous sommes ensemble pour 1 heure. Vous avez la possibilité de déposer vos questions dans le chat tout au long du webinaire. Il y a une équipe qui a été mobilisée pour y répondre. Alors cette équipe, Florence, Pascal et Ludovic, qui vont se faire une joie de répondre à vos questions en direct, et nous prendrons également quelques questions ici. N'hésitez pas, nous avons des experts à votre disposition. Alors j'ai annoncé 1 heure, c'est 1 heure sur la reconversion, plus une intervention de Certif Pro dans la foulée, donc ce qui fait en tout 1 heure et demie. Bien évidemment, alors tout au long, nous allons déposer un certain nombre de documents pour vous aider dans vos différentes démarches de reconversion. Vous pourrez les télécharger à l'issue de ce webinaire. Par ailleurs, un replay sera disponible. Mais tout de suite, passons à la présentation du menu du jour. Donc, après une rapide présentation de notre réseau, de qui nous sommes, Thierry nous parlera du projet de transition professionnelle. Julie nous parlera de Transco, dispositif de transition collective pour accompagner les salariés dont les entreprises font face à des mutations. Et puis Thierry reviendra pour nous parler du projet de reconversion professionnelle, plus connu sous le nom de dispositif démissionnaire. Et enfin, Francis, qui nous parlera de la validation des acquis de l'expérience et de la certification CLEA. Donc n'hésitez pas à laisser des questions auxquelles nous répondrons tout au long du chat. Alors, Francis, Julie, je vous libère quelques temps. Voilà, à tout à l'heure. Et nous allons rapidement vous parler du réseau. Donc, le réseau des transitions pro. Donc, le réseau des transitions pro, c'est une implantation dans chaque région et une expérience de plus de 30 ans avec vraiment une expérience dans le domaine. En 2009, nous étions encore FONGECIF et depuis 2020, nous sommes devenus Transition Pro. Ce changement de nom s'accompagne aussi de nouvelles expertises dans les territoires. Nous sommes aujourd'hui vraiment l'acteur de référence dès qu'il est question de transition ou de reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, nous mettons nos expertises au service des personnes qui nous écoutent et de vous qui nous avez rejoints. Alors, ce qui n'a pas changé, c'est que nous sommes toujours des organismes paritaires. Et cela nous permet d'être en permanence connectés aux besoins des salariés et des entreprises. Nous retrouvons ainsi au sein de chaque association Transition Pro un conseil d'administration composé de représentants d'employeurs et de représentants de salariés qui statuent de manière paritaire sur l'ensemble des décisions. Donc voilà un peu à l'écran l'ensemble des missions. Je vous parlais des différentes missions d'expertise. Donc on y retrouve le projet de transition professionnelle, le démissionnaire dont on va parler tout à l'heure, la certification CLEA, le suivi du conseil en évolution professionnelle en région, la qualité, s'assurer de la qualité des formations qui sont dispensées, une mission sur l'analyse des besoins emploi-compétences dans les territoires et puis transition collective dont nous allons vous parler tout à l'heure. Alors notre réseau a accompagné en 2021 plus de 36 000 personnes. Donc, vous voyez ici à l'écran les différents dispositifs sur lesquels nous sommes intervenus et il y a consacré plus de 500 millions d'euros. Si vous voulez en savoir plus sur notre réseau, notre fonctionnement et nos enjeux, tant sur le plan national que sur le plan régional, restez avec nous à l'issue de la présentation des dispositifs
Céline Zarny, ici présente, directrice de Certif Pro. Certif Pro, notre tête de réseau, vous détaillera tout cela tout à l'heure. Mais nous allons passer tout de suite au vif du sujet. Thierry, tu es prêt ? Eh bien, écoute, on y va, Lionel, bien sûr. On y va. Donc, tu vas nous parler du projet de transition professionnelle, changer de métier, suivre une formation sans perdre son salaire, c'est possible. Explique-nous tout ça. Oui, c'est possible, c'est un dispositif extraordinaire et merci d'avoir reprécisé au vu des chiffres. Voilà, c'est le dispositif pour lequel le plus grand nombre de dossiers nous ont été déposés en 2021. Alors, le fameux PTP, le projet de transition professionnelle, déjà, ça s'adresse à qui? C'est pour qui? C'est un dispositif déjà qui s'adresse à tous les salariés du secteur privé, quel que soit effectivement le type de contrat que vous avez, que vous soyez en CDI, en CDD, que vous soyez intermittent, que vous soyez intérimaire, bien évidemment sous condition d'ancienneté, mais je vais y revenir plus tard, vous avez la possibilité effectivement de nous déposer un projet de transition professionnelle. Mais ce dossier finalement, pour faire quoi? Ça va permettre effectivement de suivre une formation en vue de changer de métier ou de profession. Ça va permettre, tu l'avais dit, donc, de se faire financer une action de formation certifiante. C'est quoi une action de formation certifiante? Donc, inscrite au RNCP ou inscrite au registre spécifique et bien sûr éligible au CPF. Via des organismes de formation qui vont être reconnus Calliope et tout en bénéficiant effectivement du maintien de la rémunération. Bien sûr, en passant par une autorisation d'absence dans le cadre effectivement de personnes qui sont en CDI ou les personnes en CDD qui veulent faire une formation pendant leur CDD. Alors, si on enchaîne un petit peu, effectivement, j'ai parlé un petit peu de conditions d'ancienneté. Ça veut dire quoi? On va s'arrêter principalement sur à la fois les salariés en CDI, à la fois les salariés en CDD, qui représentent vraiment le gros pourcentage de public qui nous dépose un dossier. Donc tout simplement, pour les salariés en CDI, il vous suffit d'avoir 2 ans en qualité de salarié au cours de votre vie et 12 mois d'ancienneté dans votre employeur, chez votre employeur actuel. L'ancienneté, bien sûr, s'apprécie chez nous au moment du départ en formation. Donc, ça peut vous permettre effectivement de calculer pour savoir si vous avez réellement ou pas ces 12 mois d'ancienneté. On précise aussi que l'ancienneté ne concerne pas tous les salariés qui peuvent être justement malheureusement concernés par l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc ça, ce n'est pas un critère pour eux. Et puis aussi pour les salariés en CDD, puisque les salariés en CDD, ils ne le savent pas assez, mais ils peuvent et ils doivent nous déposer des dossiers. Il vous suffit également d'avoir 24 mois en qualité de salarié, mais là, sur les 5 dernières années, dont 4 mois de CDD. Et c'est pendant ces 4 mois de CDD que vous devez nous déposer un dossier. C'est pendant que vous êtes salarié en CDD que vous pouvez nous déposer un dossier, même si votre formation démarre au plus tard 6 mois après la fin de votre CDD. Donc, ces conditions d'ancienneté étant respectées, finalement, quelles sont les démarches que tout salarié va devoir entreprendre? Alors, bien évidemment, on a parlé tout à l'heure de la demande d'autorisation d'absence. Donc là, juste un petit focus, c'est vraiment une étape et une démarche excessivement importante. Et vous allez voir qui peut, si elle est mal faite, peut-être bloquer d'ailleurs la suite de votre projet. Donc cette demande d'autorisation d'absence, bien sûr, ne s'applique pas aux salariés en CDD qui prévoient une formation une fois que leur CDD est terminé. Mais pour les autres, et puis, pour les salariés en CDI, bien évidemment, il va vous falloir formuler une demande écrite à votre employeur. Et là, attention, le timing va être assez important. Au moins 120 jours avant le démarrage de la formation, pour une formation qui doit faire minimum 6 mois ou plus. Par contre, ce délai est revu à la baisse, et il passe à 60 jours pour toutes les formations qui sont inférieures à 6 mois. Donc, soyez très vigilants par rapport à ça. Pourquoi?
On a tous entendu, alors que ce soit au travers du PTP ou comme avant, hein, à la belle époque, du CIF, que l'employeur avait le droit de refuser, une demande 1 fois, 2 fois, 3 fois. Voilà, c'est ce que j'appelle moi des légendes urbaines, hein, voilà. Il y a des règles, il y a des lois, il faut le savoir et vous, salariés aussi, devez bien les connaître. Donc, bien sûr, votre employeur va vous autoriser à partir en formation. Alors, comment il va le faire? Bah, il va vous formuler une réponse positive, hein, ou bien, s'il ne vous répond pas dans un délai de 30 jours, voilà, la réponse est considérée effectivement comme positive. Alors, votre employeur peut refuser aussi votre demande. Mais pourquoi peut-il la refuser? Eh bien, tout simplement, si votre demande d'autorisation d'absence est hors délai, vous savez, les fameux 120 jours qu'on a vus précédemment, ou bien si votre ancienneté est insuffisante dans l'entreprise, voilà quelles sont effectivement les règles qui permettent à l'employeur de refuser. Et dans ce cas-là, l'employeur va vous notifier, hein, et bien sûr, les raisons, les justificatifs de ce refus. Et puis également, l'employeur peut reporter la date de démarrage de votre formation. Et il peut la reporter de 9 mois maximum, mais pas pour n'importe quelle raison. En fait, il y a 2 raisons légales. Soit parce que votre absence va avoir des conséquences préjudiciables, peut-être, sur la bonne marche de l'entreprise. Donc vous êtes irremplaçable, indispensable. Dans ce cas-là, entre nous, n'hésitez pas à lui demander une augmentation. Ou bien, 2e raison, effectivement, c'est qu'en termes d'effectifs qui peuvent, avoir fait donc simultanément la même demande et là, ça va dépendre de la taille de votre entreprise. Si vous êtes sur des entreprises de plus de 100 salariés ou de moins de 100 salariés, où là, effectivement, moins de 100 salariés, une seule demande de PTP peut être acceptée. Voilà. Mais il est important que vous connaissiez bien aussi ces règles précises, hein, qui peuvent vous permettre effectivement d'avoir soit une autorisation, soit un refus, ou soit un report. Et dans ce cas-là, ce report n'est que de 9 mois maximum. Voilà. Alors, on va partir du principe que votre employeur, effectivement, vous a autorisé à faire cette formation. Euh, Quelles sont les démarches, donc finalement, que vous allez devoir mettre en place? Un peu sur ce petit espace-temps. Donc, nous, on vous encouragera toujours à anticiper, bien sûr, le plus possible, hein, votre démarche. Bien évidemment, vous allez choisir un organisme de formation et sûrement au préalable en faisant un comparatif entre plusieurs organismes et plusieurs formations. Donc, ça peut prendre du temps. Vous avez bien compris qu'il va vous falloir informer votre employeur, hein, effectivement, au travers de cette demande d'autorisation d'absence à faire au moins 4 mois avant le démarrage de la formation. Alors moi, je dis toujours au moins 4 mois, hein, parce que n'oubliez pas que l'employeur peut prendre 1 mois pour vous répondre, hein, donc prenons le temps qu'il faut si nécessaire. En parallèle à cette demande d'autorisation d'absence, vous allez devoir sur nos sites, nos différents sites Transition Pro, vous allez devoir initier votre dossier, hein, au moins donc 4 mois avant le démarrage de formation. Vous allez donc commencer à remplir votre dossier. Celui-ci va devoir être finalisé, être complet 3 mois avant le démarrage de la formation. Un dossier complet chez nous, c'est 3 volets, hein, dans le cadre d'un salarié qui nous sollicite en CDI. Ça va être son volet à lui, le volet salarié, le volet de l'organisme de formation et le volet employeur. Une fois que tous ces 3 volets sont réceptionnés et validés, votre dossier est dit comme complet. Dans ce cas-là, nous allons l'étudier au sein des différents services de Transition Pro et votre dossier va passer en commission. Et votre dossier va passer en commission 2 mois avant le démarrage de la formation. Voilà. Et enfin, si on prend l'exemple de cette bande du temps, en septembre, voilà, dans ce cas-là, vous pourrez démarrer votre formation. Et là, dans ce cas-là, c'est le début de cette grande aventure. Mais le démarrage de la formation, avec toutes les questions que ça peut générer en termes de prise en charge, finalement, qu'est-ce qui va être pris en charge si ma formation est acceptée? Alors, déjà, c'est vrai que, de par nos différentes règles, on va parler de priorité, j'y reviendrai aussi après. Priorité, bien sûr, va être donnée aux formations, effectivement, à temps complet, en continu, sur 1 an maximum
Ou bien, si nous parlons de formation à temps partiel, on discontinue, là, quel que soit le nombre d'années, peu importe, mais il ne faudra pas que cela dépasse 1200 heures au maximum. Si cela dépasse, effectivement, cela restera soumis à la décision des différentes commissions. D'accord? Au niveau du coût de la formation, parce que c'est une question qui est quand même très, très important, le PTP est vraiment un dispositif extraordinaire puisqu'il peut permettre de financer donc des coûts pédagogiques, hein, uniquement le prix de la formation jusqu'à 18 000 € hors taxe. Donc c'est quand même très, très important, mais il est important aussi, pour les salariés qui nous écoutent, hein, et qui vont, nous déposer, des dossiers, de faire attention aussi au taux horaire de la formation puisqu'on a aussi à ce niveau-là un critère limitatif, hein, qui va être à 27,45 € de l'heure. Alors, vous pouvez avoir des formations qui vont dépasser ces 27,45 €, hein, mais là, il faut savoir que le reste à charge donc, sera pour vous. D'accord? Donc cela, ça concerne les frais pédagogiques. Et puis, question essentielle, hein, pour tous les salariés, quid de la rémunération? Alors, votre rémunération, en fait, si celle-ci est inférieure à 2 SMIC, eh ben, dans le cadre de votre projet de transition professionnelle, on prendra votre rémunération en charge à 100. Par contre, si vous avez actuellement une rémunération qui est supérieure à 2 fois le SMIC, eh bien, dans ce cas-là, il vous restera un reste à charge et nous prendrons à hauteur de 90 votre rémunération. Alors bien sûr, hein, une formation, c'est des heures en centre et puis c'est également, dans beaucoup de cas, des heures de stage obligatoires, hein, dans ce cursus de formation pour que le diplôme soit délivré, ces formations de stage, bien sûr, sont obligatoires et bien dans ce cas-là, hein, nous les prenons également en charge, bien sûr, si elles se font en dehors de l'entreprise dans lequel le salarié reste et toujours salarié. Également, en matière de prise en charge, hein, donc il faut le noter, hein, nous prenons en charge, si le salarié nous le demande, effectivement, des frais annexes. Et là, dans ce cas-là, c'est un forfait. Ce sont des barèmes qui sont préétablis en fonction des distances entre là où vous habitez, là où vous travaillez, et puis surtout le lieu de la formation que vous avez choisi. Donc, ça déclenche des barèmes automatiques qui ne demandent pas de récépissé, de quoi que ce soit. Voilà un petit peu les fameuses règles de prise en charge que nous pouvons avoir. Mais pour entrer dans le cadre de ces prises en charge, il faut que votre dossier, avant tout, soit examiné et soit validé effectivement par nos commissions. Alors, l'examen de la demande, comment cela se passe-t-il? Alors, en fait, l'examen de votre dossier, il va se baser sur différents petits points, mais principalement, je dirais, le projet du salarié qui va être étudié au travers de 3 prismes, à savoir, tout d'abord, la cohérence, hein, du projet de transition professionnelle. Qu'est-ce qui fait la genèse de ce projet? Pourquoi cette reconversion? Qu'est-ce qui a pu être, mis en place pour valider, conforter, ce projet? Donc tout ce qui a trait à la cohérence. Ensuite, nous avons effectivement donc la pertinence du parcours. Pourquoi cette formation? Pourquoi cet organisme de formation? Pourquoi ces modalités de formation, de présentiel, de distanciel, de FOAD, que sais-je? Aujourd'hui, les modalités de formation peuvent s'imbriquer, sont diverses et vraiment utiles. Et puis, bien évidemment, les perspectives d'emploi puisque c'est la finalité au travers de cette reconversion, c'est de pouvoir aussi faire en sorte que vous puissiez trouver l'emploi qui vous correspond, donc sur un secteur sur lesquels les perspectives d'emploi peuvent être attestées au travers de chiffres, au travers de structures officielles émanant de Pôle emploi ou d'observatoires des métiers, que sais-je. Mais voilà, ce sont ces 3 prismes-là à l'intérieur du projet, ce que va nous expliquer le salarié, qui vont servir effectivement à examiner la demande et à valider ou pas cette demande. Mais également, en outre outre ce projet du salarié, et vous allez voir, et je vais y revenir après,
Il y a aussi des critères de priorité qui vont rentrer ou qui peuvent rentrer en ligne de compte et que ce soit des priorités nationales ou régionales. Et on en voit effectivement le parfait exemple. Alors, que ce soit des priorités relatives au public, hein, et ça remonte à la genèse, bien sûr, de Transition Pro et bien avant du fonds GESIF, hein, peut-être aider en priorité les publics qui ont les peu ou pas de diplômes, qui ont des problématiques de santé, qui peut-être travaillent dans des entreprises de petite taille, mais ça peut être aussi des priorités relatives aussi aux projets de formation avec, j'en parlais tout à l'heure, cette implication, cette ingénierie de formation, cette personnalisation, cette individualisation, qui sont des termes hein, que vous entendrez beaucoup dans ces dossiers. Et puis, encore une fois, on l'a dit, hein, ces priorités bien sûr relatives à l'emploi, avec les secteurs qui recrutent, les secteurs en déclin aussi. Une entreprise qui ferme, un salarié qui a des grands risques de licenciement, bien sûr que ça fait partie des priorités pour qu'on puisse l'aider. Mais également, il y a quand même aussi un critère qu'on ne peut pas passer sous silence, qui est important, c'est quand même cette notion de budget, hein, également qui va faire en sorte que malheureusement, quelles que soient les décisions qui vont être prises par l'ensemble des commissions, elles vont être prises toujours dans la limite des financements disponibles. Et il ne faut pas oublier que voilà, l'association des transitions pro, malheureusement, hein, on reçoit énormément de dossiers. On ne pourra pas répondre favorablement, des fois, faute de budget, à tous les dossiers. Et je rappelle juste que le prix moyen d'un PTP, c'est à peu près entre 25 et 30 000 euros. Donc, vous voyez, tout ça mis bout en bout, le projet du salarié, les priorités nationales, régionales et budget, tout ça va faire en sorte et va rentrer donc dans le cadre de l'examen, effectivement, donc de votre demande. Voilà un petit peu, j'ai essayé de faire au plus rapide hein, pour laisser également du temps de présentation sur les autres dispositifs. Voilà un petit peu tout ce que nous pouvions dire aujourd'hui sur le PTP, ce fameux projet de transition professionnelle. Alors, je ne sais pas si ça a généré déjà des questions, des interrogations. N'hésitez pas. Ah oui, je te confirme, le chat s'anime d'un C'est certain nombre de parti. questions, mais les collègues, hein, Florence, Pascal, Ludovic, apportent les réponses au fur et à mesure. Donc, en tout cas, bravo pour cette présentation très dynamique et très engagée. Hein. On sent que nous avons là un expert du réseau qui croit en ce qu'il fait et c'est beau à Ah oui, voir. c'est un Alors, dispositif de ce que extraordinaire. j'entends, alors si j'entends, hein, donc tu incites quand même à essayer d'anticiper au maximum la demande hein, pour pouvoir la travailler dans les meilleures conditions. Même si évidemment il y a la réactivité derrière des transitions pro. J'entends aussi que ben, l'employeur ne peut pas réellement refuser si les conditions sont remplies. Hein, donc ben, c'est important effectivement de le dire. Il y a eu des questions autour du conseil en évolution professionnelle. Hein. Est-ce que le CEP est obligatoire? Alors voilà, la réponse a été portée. Le CEP n'est pas obligatoire, mais ça peut être Ah un oui. vrai atout dans la construction du projet. Hein, alors que le CEP, conseil en évolution professionnelle, un service qui est accessible à tous, quel que soit le statut, pour construire le projet. Donc, Et c'est j'ai important et à ce propos-là, Lionel, moi j'ai toujours tendance à dire qu'à 2, on est toujours plus fort que tout seul. Donc même s'il n'est pas obligatoire, le CEP, n'hésitez pas, ne vous privez pas d'une aide éventuelle. Merci de cette précision. Et alors, une question qu'on peut se poser, hein, donc on entend, il y a des priorités, il y a des critères, tous les dossiers ne peuvent pas être financés. Mmh. Euh, de l'expérience qu'on a au cours des 2 dernières années, si on regarde un peu au niveau du réseau, malgré tout, je dirais, soyez, que ça ne vous empêche pas d'engager la démarche. Et je Ah pense non. que tout l'échange préalable avec, que ce soit un conseiller CEP ou les transitions pro en région, sont aussi là pour vous apporter les précisions sur, ben voilà, quels sont, ben voilà, comment mon dossier va être examiné et comment ça va se passer. Et du coup, est-ce qu'un dossier, c'est compliqué de monter un dossier quand on voit tout ça faut se lancer, il n'y a pas de raison. Ah bah, alors là aussi et peut-être, ce sera peut-être le mot de la fin là-dessus, mais, est-ce qu'il vaut mieux avoir des remords ou des regrets? Faites en sorte de n'avoir aucun regret. Allez-y, foncez, faites-vous aider par le CEP et vous verrez qu'un dossier PTP, c'est pas une montagne et même si c'est une montagne, toutes les montagnes se font gravir donc, voilà, n'hésitez pas, travaillez votre projet, ne gâchez pas ce dispositif, en allant peut-être des fois un peu trop vite, mais n'hésitez pas à solliciter ce dispositif, il est extraordinaire encore une fois.
Merci Thierry. Alors, je vais te laisser te reposer un petit peu Je reviendrai pour le démissionnaire. avant ta prochaine intervention. Et puis, je vais demander à Julie de nous rejoindre. Donc Julie, donc tu es responsable du développement, chef de projet en Grand Est, et tu vas nous parler du dispositif Transco. Tout à fait. Merci Lionel. Alors effectivement, transition collective qu'on appelle Transco fait partie du volet social du plan de relance. Il est porté par les partenaires sociaux et le ministère du Travail. Tout ça est parti d'un constat qu'il y a une cohabitation sur un même territoire des entreprises qui sont confrontées à des mutations économiques avec des emplois fragilisés, mais également des entreprises qui rencontrent des difficultés de recrutement sur un même territoire. Donc l'objectif a été de créer un dispositif qui puisse être l'interface, qui serait une opportunité dite triplement gagnante. Triplement gagnante à la fois pour l'entreprise, pour se faire accompagner, pour franchir ces mutations économiques, pour le salarié, afin qu'il puisse se former et retrouver un emploi porteur sur son bassin de vie sans passer par la case chômage, mais également pour le territoire, afin de maintenir et développer ses compétences au service de son économie. Les services de l'État ont mis 500 millions d'euros pour financer l'ensemble de ces parcours de reconversion. Et donc, cette démarche s'appuie sur la réglementation du projet de transition professionnelle, le PTP, qui vient de vous être présenté. Donc, si on devait résumer, Transco, c'est aujourd'hui un outil qui a été créé à la maille des territoires et qui veut être une réponse tant pour les entreprises que pour les salariés. Vous voyez à l'écran, effectivement, l'intérêt pour l'entreprise et pour le salarié d'entrer dans la démarche. Pour l'entreprise, c'est bien de faire face à ces mutations économiques, de retrouver des perspectives de trésorerie et également de protéger les salariés dont l'emploi est menacé dans un cadre sécurisé. Et pour le salarié, c'est bien de rester acteur de son parcours professionnel, développer ses compétences et avoir accès à la prise en charge d'une formation avec un salaire maintenu et sans mobilisation du compte personnel de formation, le CPF. Je vais maintenant vous présenter de façon plus globale les différents acteurs qui interviennent sur le dispositif. Alors, au niveau national, pour le pilotage, on a la DGEFP, la Délégation Générale de l'Emploi et à la Formation Professionnelle, et également Certifpro, donc qui sont tous les deux en charge de la communication sur le dispositif auprès des partenaires nationaux. Ils assurent également le suivi du dispositif et partagent l'ensemble des informations qui leur sont remontées avec les partenaires sociaux. La DGEFP, après ça, va pouvoir identifier éventuellement des difficultés et proposer des évolutions. Maintenant, si on regarde au niveau régional, le pilotage est assuré par la DRETS et par Transition Pro. Donc la DRETS, c'est bien les services de l'État au niveau régional. Ensemble, on anime la mise en œuvre du dispositif. On va assurer l'articulation entre les différents acteurs pour le déploiement du dispositif. Et nous sommes également ensemble garants du respect du dispositif. Et pour Transition Pro, on a également la charge du financement des reconversions. Voici les acteurs qui œuvrent chaque jour sur le territoire, sur le terrain. Donc, on a bien évidemment Transition Pro, car on a dans les régions des chargés de missions qui rencontrent les entreprises. Et donc, les DETS, qui sont les services de l'État au niveau départemental et en lien avec Transition Pro, vont faciliter l'accès des entreprises à la transition collective. L'idée, c'est vraiment d'assurer une démarche proactive vers les entreprises qui font face à des besoins en recrutement ou ayant des emplois fragilisés en leur sein, et puis de pouvoir les accompagner sur la mobilisation du dispositif. Nous avons également les OPCO, les opérateurs de compétences, et les plateformes qui, eux, ont comme pour mission d'identifier les entreprises qui sont en mutation et celles ayant des besoins en recrutement. Et l'idée, c'est vraiment de trouver les mises en relation possibles entre elles et assurer finalement le passage d'une situation d'une entreprise A avec un emploi fragilisé vers une entreprise B avec un emploi porteur. Et les OPCO ont bien évidemment la charge d'accompagner les entreprises dans leur diagnostic RH et également sur la mise en place des accords collectifs. Ensuite, comme je vous le disais, la démarche de transition collective s'appuie sur la réglementation du PTP. Donc, les conditions d'éligibilité
à la démarche sont les mêmes que pour les PTP. Donc, je pense que je ne vais pas revenir sur l'ensemble des informations, mais les conditions sont exactement les mêmes. Voilà, Floriane, si tu veux bien passer à la slide suivante, merci. Ensuite, au-delà des conditions d'éligibilité du salarié, on a d'autres conditions qui sont liées au profil du salarié et des critères qui sont nécessaires de mettre en place pour être sûr d'avoir tous les voyants au vert pour entrer dans la démarche. Premier point, c'est l'occupation d'un emploi fragilisé. C'est-à-dire que le salarié qui occupe un emploi fragilisé est reconnu à travers un document qui est officiel. Soit pour les entreprises de plus de 300 salariés mettent en place un accord de GEPP, de gestion des emplois et parcours professionnels. Ou alors pour les entreprises de moins de 300 salariés, c'est une décision unilatérale de l'employeur après une information-consultation du CSE. L'idée étant que dans les deux cas, on va formaliser une liste des métiers fragilisés pour autoriser les personnes citées dans ces accords à pouvoir entrer sur le dispositif de transition collective. On doit également s'orienter vers un métier dit porteur. Chaque région a défini une liste des métiers porteurs. Vous pouvez retrouver sur l'ensemble des sites de Transition Pro qui est public, vous pouvez bien évidemment aller vous renseigner. Cette liste est évolutive, bien évidemment, donc ne vous mettez pas un frein en vous disant « mon métier n'est pas sur cette liste des métiers porteurs, je ne serai pas éligible à la démarche ». L'idée, c'est vraiment que dans le cadre de transition collective, à l'inverse du PTP, c'est une démarche qui est obligatoire. Et l'accompagnement avec le conseiller en évolution professionnelle, à travers l'échange, on va pouvoir confirmer effectivement cette orientation vers un métier dit porteur. L'avantage également au niveau de la formation, c'est que dans le cadre de transition collective, vous pouvez avoir accès à une ou à plusieurs formations sur une durée au maximum de 24 mois. Ensuite, concernant la prise en charge. Alors, on va passer à la slide suivante, merci. Ah non, pardon, j'ai failli oublier les étapes, veuillez m'en excuser. Donc, les étapes pour rentrer dans le dispositif. Dans un premier temps, il faut savoir que c'est l'employeur, c'est bien l'entreprise qui va entamer la première démarche, qui est la mise en place du dialogue social pour lister les emplois fragilisés. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les entreprises de plus de 300 salariés, un accord de GEPP est mis en place. Une fois que cette première partie est faite, le salarié va assister à une réunion d'information collective et ensuite prendra un rendez-vous individuel avec le conseiller en évolution professionnelle. L'accompagnement se fait comme pour le projet de transition professionnelle. Il y aura un accompagnement, le dossier sera à remplir, puis déposé sur les services de transition pro. Une commission paritaire sera mise en place pour examiner les dossiers. Une fois que le dossier est examiné et accepté, le salarié pourra partir ensuite en formation. L'employeur va percevoir par transition pro le remboursement de la rémunération du salarié. Et à la fin de la démarche de transition collective, il y aura donc une fin de contrat. La fin de contrat, elle sera validée soit sous un format rupture conventionnelle. En fait, il y a bien dans le dialogue social en fait l'identification de la fin de la formation et donc les détails seront annoncés à ce moment-là. Vous avez aussi la possibilité, en cours de formation, de faire chemin inverse, c'est-à-dire que la formation ne vous correspond pas, ou alors un accident de parcours, on se rend compte qu'on s'est orienté sur une formation qui n'est pas forcément celle qu'on avait imaginée. Vous avez la possibilité de retourner chez votre employeur. Alors, ce n'est pas le but premier, bien évidemment, mais en tout cas, sachez que ça sécurise le parcours, le retour à l'employeur en cas de besoin. Voilà. Et ensuite, vous pourrez mettre en place une démarche de licenciement ou de rupture plus classique. Ensuite, donc, je vais vous présenter la prise en charge, effectivement, concernant le dispositif des transitions collectives. Donc, quand on parle de prise en charge, on parle bien de la rémunération du salarié qui part en reconversion, plus le coût de formation et les frais annexes, comme dans le PTP. Il faut savoir que la prise en charge va dépendre également du nombre de salariés dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va avoir une prise en charge qui sera dégressive en fonction de la taille de l'entreprise. Pour une entreprise de moins de 300 salariés, l'ensemble des frais sera pris en charge à 100%.
Pour les 300 à 1000 salariés, 75%. Et donc, pour les plus de 1000 salariés, 40% des frais seront pris en charge. Il faut savoir également que, comme je vous disais tout à l'heure, la DGEFP et Certif Pro réfléchissent ensemble à faire remonter parfois des dysfonctionnements ou en tout cas des réflexions autour du dispositif et donnent lieu à des améliorations finalement de l'instruction. Et cette année, en début d'année, nous avons eu 2 nouvelles instructions, une en février et une en mars. L'objectif de la première instruction était de dire on va conserver le taux de prise en charge, mais tout salarié qui s'orientera vers une formation longue c'est égal ou supérieur à 12 mois, à ce moment-là, on aura une majoration de la prise en charge. Donc pour les plus de 300 salariés, ça ne change rien, on est toujours à 100%. En revanche, pour une entreprise de 300 000 salariés, sur une formation longue, une prise en charge de 90% et de 70% pour les plus de 1000 salariés. Et la nouvelle instruction amène également une nouveauté qui est celle d'ouvrir le dispositif des transitions collectives au congé de mobilité. C'est-à-dire qu'une entreprise qui proposerait à ses salariés un congé de mobilité pourrait intégrer le dispositif des transitions collectives. Et là, concernant le financement, au niveau de la prise en charge, on ne sera plus sur la rémunération, mais bien la prise en charge partielle de l'allocation du congé de mobilité, mais on maintient toujours le coût de formation et les frais annexes. Donc, toujours dans le cadre du congé mobilité, toujours pas de mobilisation du compte personnel de formation. Et puis, voilà, je pense que j'ai fait le tour, Lionel, concernant la présentation de Transco. Merci, Julie. Alors, bon, donc, globalement, on est bien sur les mêmes conditions de fonctionnement que celles que nous présentait Thierry en début de réunion sur le projet de transition professionnelle. Après on a quand même des possibilités un peu plus ouvertes sur la durée de la formation, sur le nombre de certifications qu'on peut viser. Donc, quelque part, la possibilité de monter des projets peut-être de plus grande ampleur. Tout à fait. Alors, si je peux peut-être juste pour mettre en perspective la différence entre le PTP et Transco dans les grandes lignes. Les grandes perspectives, c'est de dire la durée de formation dans le cadre du PTP, elle est d'1 an. Dans le cadre de transition collective, elle peut aller jusqu'à 2 ans. À savoir que le PTP est à l'initiative du salarié, mais dans le cadre du projet de transition collective, elle est à l'initiative de l'employeur. Dans le PTP, vous faites une formation certifiante sur 1 an maximum. Dans le cas de Transco, ça peut être plusieurs formations avec plusieurs organismes de formation. Dans les 24 mois, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, et la mobilisation du compte personnel de formation, elle est effective dans le cadre du PTP, elle ne l'est pas dans le cadre de Transco. Parfait. Voilà une synthèse tout à fait explicite. Merci, Julie. Alors, je vois par ailleurs, et pendant ton intervention, que nos trois personnes derrière le chat continuent à répondre aux messages nombreux, d'ailleurs encore des messages qui concernent le projet de transition professionnelle. On va continuer notre déroulement et puis on pourra, avant de passer la parole à Céline, nous pourrons regarder s'il y a quelques questions qui nécessitent d'être répondues peut-être par Thierry tout à l'heure. Très bien. Merci, Julie. Thierry, si mes informations sont bonnes, ça va être à toi de reprendre le micro. Oui, tout à fait. Cette fois-ci, tu dois nous parler d'une alternative à ces 2 dispositifs qui consisterait à démissionner pour engager un projet de création ou changer d'entreprise. Alors, démissionner, c'est pas rien quand même. Donc, je pense que tu vas nous expliquer tout ça et bien nous informer avant de prendre des décisions hâtives. Alors, oui, bien sûr, effectivement, comme tu disais, Lionel, une démission, donc c'est pas une petite décision que l'on prend à la légère. On peut tous démissionner du jour au lendemain. Le problème, c'est que si on démissionne aujourd'hui, effectivement, en termes d'indemnité, il se trouve un certain laps de temps pendant lequel on ne perçoit rien. Ce dispositif donc démissionnaire, qui est somme toute assez récent, puisque nous allons fêter sa 2e année début novembre. Il a été lancé le 1er novembre 2019, donc
2 ans d'antériorité. Déjà, on a vu d'après les chiffres que tu nous as présentés que c'est un dossier qui a trouvé sa place et grandement sa place. Donc ce dispositif-là, avec bien sûr des conditions et des critères d'éligibilité, mais va vous permettre de démissionner tout en vous ouvrant de suite des droits au chômage. Extraordinaire. Donc, déjà, à qui s'adresse? Alors là, plutôt limitatif, ça s'adresse donc aux salariés et uniquement aux salariés qui sont en CDI dans le secteur privé. Mais également, il faut que ces salariés-là donc puissent justifier d'une activité professionnelle de 1300 jours sans interruption sur les 60 derniers mois, tout en ayant un projet de reconversion, soit pour suivre une formation, ou soit pour créer ou reprendre une entreprise. Donc, à partir du moment où ces 3 critères, je dirais, d'éligibilité sont les vôtres, vous allez pouvoir effectivement donc nous déposer un dossier dispositif démissionnaire. Donc, si on retrace un petit peu, toujours dans cette temporalité un petit peu, quelles sont les démarches et les étapes que vous devez suivre dans la mise en place de ce dispositif démissionnaire. Bon, bien sûr, vous l'avez compris, avant toute chose, vérifier les conditions d'éligibilité, vérifier effectivement si ces 5 années d'expérience salariée continue sont bien les vôtres. Vous pouvez avoir là-dessus et notamment via Pôle emploi, un simulateur qui peut vous permettre de vérifier si votre éligibilité est bonne. Point ultra important et sur lequel vraiment il faut faire un gros focus, c'est la rencontre du CEP. Alors on a dit tout à l'heure sur le PTP que la rencontre du CEP n'était pas obligatoire, mais elle était quand même vivement conseillée. Je vous incitais à le rencontrer. Là, il n'y a pas à tortiller. Le CEP, il faut le rencontrer. Et il faut le rencontrer avant quelque démarche que ce soit. C'est vraiment, je dirais, la première action à mettre en place, cette rencontre de CEP qui va vous aider aussi à sécuriser et peut-être, encore une fois, en travaillant à deux, à encore plus affiner et préparer votre projet. Une fois que ces échanges CEP ont été réalisés, vous allez nous déposer effectivement votre dossier, toujours pareil, via nos sites, les différents sites internet Transition Pro, pour que nous puissions, nous, valider le caractère donc réel et sérieux de votre projet. J'y reviendrai un petit peu après. Enfin, à partir du moment où effectivement la commission chez nous aura validé votre caractère réel et sérieux de votre projet, vous pourrez effectivement vous inscrire en tant que demandeur d'emploi et vous avez 6 mois pour le faire. Et ensuite, vous aurez 6 mois à nouveau pour mettre en œuvre votre projet en tant que demandeur d'emploi indemnisé. Donc votre projet soit d'intégrer une formation, soit de créer ou de reprendre une entreprise. D'accord. Donc, par rapport à ça, les points importants ou une précision importante quand même sur ce dispositif, j'évoquais le caractère réel et sérieux du projet. C'est vraiment ici le rôle clé de Transition Pro et à contrario de tous ces autres dispositifs où on était financeur, je rappelle que le dispositif démissionnaire, ce n'est pas un dispositif de financement. C'est-à-dire que nous, Transition Pro, nous ne financerons pas la formation pour laquelle vous souhaitez démissionner. Nous, on va se contenter, effectivement, et c'est déjà beaucoup, de valider votre projet au travers de cette attestation du caractère réel et sérieux du projet. Donc, ça, c'est important de le préciser. Vous avez bien compris l'importance, l'obligation de vraiment ce contact avec le CEP, ce suivi avec le CEP. Et comme je le disais tout à l'heure, vous avez 6 mois pour mettre en route votre projet à partir du moment où vous serez inscrit donc chez Pôle emploi. Donc voilà un petit peu les précisions. Alors c'est les slides suivantes, les précisions sur
sur ce dispositif démissionnaire, qui est un dispositif donc là aussi très important, qui a trouvé son public, hein, puisque tu le disais en préambule, Lionel, il y a eu un peu plus de 15 000 dossiers qui ont été donc déposés en 2021, et sur les exemples dont on se sert et dont on parle et que l'on a mis aussi sur cette présentation, hein. On voit bien, là c'était l'exemple d'un salarié qui avait effectivement son projet de création d'entreprise, et malheureusement son employeur refusait la rupture conventionnelle. Donc le dispositif démissionnaire est le dispositif qui lui permettait, hein, de pouvoir se lancer tout en ayant effectivement des indemnités acédiques qui allaient lui permettre de vivre, en tout cas sur les premiers mois de sa création d'entreprise. Donc voilà, dispositif démissionnaire qui peut être une alternative très intéressante, hein, aux besoins que peuvent avoir donc des salariés qui rentrent dans les critères d'éligibilité. Voilà un petit peu, Lionel, rapidement, ce que je pouvais en dire sur ce dispositif démissionnaire. Eh bien, merci à toi. Toujours aussi dynamique. Super. Alors voilà, on a déjà passé effectivement en revue trois moyens, 3 dispositifs qui permettent à un moment donné d'engager, de mener un projet quand on est salarié, hein. Il s'agit effectivement de choisir le bon. Alors, n'hésitez pas à réécouter ce webinaire, hein. J'ai des questions, effectivement, le replay sera disponible pour vous aider un petit peu à y voir clair. Et puis, au-delà d'écouter le webinaire, je pense qu'il y a des ressources disponibles dans les territoires, donc n'hésitez pas à contacter. Je pense que c'est important, on l'a vu, chaque dispositif permet ou ne permet pas des choses, et il vaut mieux, comme le disait Thierry, anticiper et prendre ces informations en amont plutôt que de partir peut-être dans une voie qui ne serait pas la bonne, et puis et après essayer de composer comme on peut, hein. Donc voilà, nous sommes là pour vous aider, et Francis est aussi là pour nous aider. Merci Francis de nous rejoindre. Alors toi, tu as la lourde tâche d'enchaîner 2 dispositifs à la suite, hein. Thierry a eu un temps de repos, mais toi, 2 à la suite. Alors, Francis, toi, tu vas nous parler dans un premier temps de la validation des acquis de l'expérience. Alors, la VAE. Oui, on peut avoir un diplôme sans forcément passer par la formation. Sans passer par la case formation, effectivement. La VAE, la validation des acquis de l'expérience, elle est née il y a 20 ans. En 2002, elle fête ses 20 ans cette année, effectivement. Et donc, elle permet, comme l'a dit Lionel, de acquérir tout ou partie d'un diplôme en fonction de son expérience professionnelle ou personnelle. Et donc, je vous propose de dérouler un petit peu ce dispositif. Et voilà. Pourquoi faire une VAE ? Eh bien, obtenir une certification. Vous exercez un métier depuis de nombreuses années, vous n'avez pas de diplôme afférent à vos tâches, eh bien, vous pouvez faire reconnaître vos compétences et vos connaissances en obtenant une certification. Ça peut être aussi en vue de changer d'emploi, afin de justement valider auprès du nouvel employeur vos connaissances et vos compétences par un diplôme. Bien entendu, ça peut être pour vous-même. Effectivement, nous avons des cas de figure où des personnes qui sont proches de la retraite, pour eux-mêmes, obtenir un diplôme qu'ils n'ont jamais eu du temps où ils étaient au travail ou avant quand ils étaient à l'école, eh bien, c'est aussi un point qui peut permettre à chacun d'obtenir un diplôme. Faire simplement reconnaître ses compétences, on peut en avoir besoin aussi. Et bien sûr aussi, ça permet d'obtenir un niveau de qualification permettant d'accéder à une formation d'un niveau supérieur. C'est là aussi que c'est intéressant, parce que parfois, pour obtenir une entrée en formation, il faut un certain niveau, un minimum qui est requis, et donc la VAE peut permettre d'obtenir ce prérequis. Mettre en cohérence sa certification avec son niveau de responsabilité, effectivement, vous avez pu gravir les échelons dans votre entreprise en étant rentré au plus bas de l'échelle et en étant resté avec votre premier diplôme. Et là, ça vous permet effectivement à nouveau de faire reconnaître votre expérience et vos connaissances en lien avec vos responsabilités du poste que vous occupez actuellement.
Ça peut permettre d'évoluer professionnellement, effectivement, obtenir une augmentation, c'est toujours ça d'intéressant, ou une promotion professionnelle. Effectivement, devenir un chef de service quand on a été dans un service pendant quelques années, eh ben, le fait de faire reconnaître par la VAE son expérience et ses compétences permet éventuellement d'obtenir le poste recherché. Et bien entendu, développer sa confiance en soi. Vous n'avez pas eu la possibilité d'avoir de diplôme ou vous n'avez pas été jusqu'où vous souhaitiez aller à l'école, eh bien, avec cette VAE, cela vous permet quand même d'obtenir un diplôme sans passer par la case formation, on vous l'a dit, et donc, vous pouvez aussi obtenir cette confiance en soi qui vous manque pour aller de l'avant, pour aller plus loin, pour évoluer, pour vous reconvertir. La VAE, c'est un processus qui reste relativement simple. 3 parties, 3 étapes qui sont prises en charge aujourd'hui par Transition Pro. Effectivement, une première étape qu'on appelle la recevabilité. C'est un accompagnement qui est nécessaire afin de vous permettre de choisir, de sélectionner effectivement le meilleur ou du moins le diplôme le plus approchant de votre expérience professionnelle. Dans certains cas, c'est simple. Si vous êtes plombier, eh ben, vous pouvez avoir un CAP de plombier, mais parfois, certains métiers sont sur plusieurs formations, plusieurs diplômes qui pourraient répondre à l'objectif. Et donc, la recevabilité permet de voir si vous avez toutes les conditions qui vont bien et de vous aider à choisir le meilleur diplôme qui sera le plus proche de ce que vous avez et de vos compétences et de vos connaissances. Ensuite, lorsque cette étude de recevabilité sera faite et que vous aurez l'autorisation effectivement de préparer votre VAE, vous pourrez avoir une prise en charge de l'accompagnement à la VAE. C'est avec un centre d'accompagnement VAE spécialisé. Ça peut être l'organisme de formation qui gère la certification que vous visez, mais ça peut être aussi un autre organisme qui est spécialisé dans l'accompagnement à la VAE. Et enfin, bien entendu, dans le processus, vous passez devant un jury parce que vous avez préparé un mémoire, un livret, comme on appelle ça, et qui permet de montrer que votre expérience professionnelle et vos compétences sont en adéquation avec le diplôme recherché. Toute cette partie-là donc est prise en charge par votre Transition Pro régionale. C'est un forfait de 2 000 €. Et s'il y a un coût supplémentaire, vous pouvez avoir effectivement une aide de votre OPCO éventuellement. Vous pouvez utiliser aussi votre CPF. Voilà, quelques critères d'éligibilité. C'est assez simple puisque tous les salariés du secteur privé, quel que soit leur contrat, sont éligibles à la VAE. C'est dans notre cas, ça se passe hors temps de travail, donc il n'y a pas de prise en charge de salaire. Vous pouvez le faire dans le cadre de l'accompagnement, ça peut être à distance aussi et ça peut être en présentiel. Il faut juste au moins avoir 1 an d'expérience en rapport avec la certification visée. 12 mois. Vous voyez, donc c'est assez simple. Si ça fait 12 mois que vous travaillez ou ça fait 12 mois que vous avez cette expérience que vous voulez faire reconnaître, ben vous pouvez effectivement vous présenter à la VAE. Le diplôme doit être inscrit au RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles, puisqu'on ne valide pas non plus tout et n'importe quoi. Et donc, votre diplôme, pour avoir une valeur, doit être donc reconnu. Donc, titre, diplôme, inscrit au RNCP. Et le dernier point, effectivement, l'organisme qui va vous accompagner, l'organisme doit être certifié Calliope, Calliope étant une norme de qualité pour les organismes de formation, et donc ils doivent être certifiés Calliope VAE afin de pouvoir vous accompagner et de bénéficier de notre financement. Vous avez là un exemple, un petit témoignage de quelqu'un qui a effectivement utilisé la VAE comme reconnaissance, parce qu'effectivement, elle avait un bac pro comptabilité, elle a travaillé, vous voyez, pendant 12 ans en tant que comptable, et donc, grâce au CEP, puisqu'elle a été accompagnée par sa conseillère en évolution professionnelle, elle a pu donner quelques objectifs qu'elle avait. Elle ne voulait pas quitter l'entreprise, mais comme elle aimait son métier, elle voulait le reconnaître, et donc, elle a pu mettre à jour son CV en faisant ce projet de VAE et en obtenant un niveau de qualification. Et elle a sécurisé aussi une éventuelle transition forcée qui peut arriver dans les années futures. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour pour la VAE, donc n'hésitez pas effectivement à poser vos questions également.
En tout cas, on voit Voilà. qu'il n'y a que de bonnes raisons, Il n'y a que de bonnes raisons, de faire des effectivement. VAE Tout à fait. et que voilà, j'ai un projet derrière ou je veux juste une reconnaissance, rien ne m'empêche d'engager. Et puis, on peut aussi imaginer que cette VAE, elle peut être un élément, un enclencheur, un déclencheur Tout à fait. pour une suite de parcours, d'ailleurs, y compris si on était amené à pas valider C'est l'intégralité clair. du Tout à diplôme. fait. Effectivement, il y a une petite phase qui se passe, c'est que devant le jury, on peut effectivement ne valider que certains modules du diplôme. Donc, on a la possibilité de refaire un deuxième accompagnement VAE pour les modules qui n'ont pas été validés si ils n'ont pas été bien expliqués, on va dire. Et il y a la possibilité après de passer aussi par la case formation pour valider ces derniers modules. Et il s'agit du même diplôme, c'est-à-dire que je l'obtienne par la VAE ou que je C'est l'obtienne exactement le même. par la formation, c'est... Le jury est un jury de professionnels composé de la même manière que pour les diplômes obtenus, on va dire, en présentiel à l'organisme de formation. C'est exactement les mêmes. Il n'y a aucune, insertion de VAE quelque part sur le texte. Vous avez exactement le même diplôme que quelqu'un qui l'aurait passé pendant un temps de formation. Très bien. Alors, c'est vrai qu'on voit les questions, mais on voit aussi que les collègues sont sur leur clavier et doivent taper très vite parce que les réponses défilent. Il y en a beaucoup. Et le temps défile également. Oui. Donc, eh bien, je te propose qu'on enchaîne sur la présentation de la certification CLEA. Et peut-être en quoi Transition Pro intervient par rapport à cela. Bien, effectivement, la certification CLEA, socle de connaissances et de compétences professionnelles. C'est un premier niveau de diplôme, dirait-on, qui a été mis en place officiellement en 2015 par un décret, effectivement, qui regroupe l'ensemble de compétences et de connaissances qu'une personne devrait maîtriser pour favoriser son accès à la formation, son insertion professionnelle et tout ce qui peut être utile dans la vie sociale, civique et culturelle. Voilà. C'est une certification reconnue. C'est un diplôme, un vrai diplôme. C'est de la même chose qu'on parlait pour la VAE. C'est un vrai diplôme, effectivement. C'est un premier niveau de diplôme, d'ailleurs. Ça permet effectivement de valoriser ses points forts, de pouvoir évoluer dans son entreprise, de retrouver également cette confiance en soi, parce que si on est sorti de l'école sans avoir de diplôme, eh bien, c'est un premier niveau. C'est une étape aussi dans un parcours de formation, avant le passage d'un concours, pour obtenir effectivement ces prérequis. Ça permet aussi de bénéficier d'une aide, d'une écoute tout au long de son parcours, puisqu'il y a un accompagnement, effectivement. Je vais vous expliquer tout de suite après comment se passe CLEA. Et puis, ça vous permet aussi plus de visibilité auprès des entreprises qui recrutent, puisque vous avez un premier niveau de diplôme. Donc, CLEA, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, 7 domaines de compétences qui sont certifiés. Et donc, on va vous proposer de travailler sur des points très classiques, communiquer en français, calculer, faire des opérations de base en mathématiques, maîtriser le fonctionnement de l'ordinateur, c'est-à-dire le clavier souris et quelques logiciels de base, savoir travailler en équipe, effectivement, quand on est en entreprise, on travaille rarement seul, travailler en autonomie quand on a des responsabilités, effectivement, apprendre à apprendre tout au long de la vie, c'est-à-dire comment je peux mettre à jour mes connaissances de moi-même tout seul et avec les autres, et bien entendu respecter les règles de sécurité et d'hygiène afin de ne pas mettre en difficulté les gens qui sont autour de moi et moi-même. Voilà. Merci Francis. Alors, le partant que tu ne me mettes pas en difficulté. Non, je ne te mets pas en difficulté. Voilà, en danger. Je n'ai pas terminé de toute façon. Mais... On est à 1 mètre, c'est bon. Alors, le parcours également en étapes, effectivement, vous allez rencontrer
le certificat CLEA, il est aussi bien pour des salariés que pour des demandeurs d'emploi, pour toute personne, hein, bien entendu. Il n'y a pas d'obligation d'emploi derrière, il n'y a pas d'obligation d'ancienneté professionnelle. Il y a surtout l'envie de pouvoir faire reconnaître ses connaissances et ses compétences de base. Donc, vous pouvez avoir un entretien avec un conseiller qui va vous présenter comment fonctionne CLEA, effectivement, puisqu'au départ, on fait une première évaluation. Sur ces 7 domaines, on vérifie un petit peu où vous en êtes. Ce n'est pas un examen, ce n'est pas une épreuve, hein. C'est juste permettre de positionner le candidat sur les 7 domaines. Ensuite, on élabore un parcours de formation, effectivement, qui va être individualisé. Si dans les 7 domaines, il y en a déjà 3 ou 4 que vous maîtrisez, parce que vous en maîtrisez forcément par votre expérience, par vos connaissances. Et donc, si ces domaines-là, vous les maîtrisez, vous n'aurez pas besoin de suivre de formation. Par contre, pour ceux qui ne sont pas maîtrisés, on vous proposera des formations courtes afin que vous puissiez augmenter vos compétences et vos connaissances dans ces parcours, dans ces domaines non maîtrisés. Et ensuite, vous refaites une deuxième évaluation qui montre que vous maîtrisez les 7 domaines. Et c'est là donc qu'intervient ce qu'on appelle le jury paritaire, puisqu'il va valider votre diplôme, entre guillemets. C'est un jury indépendant et composé de représentants d'employeurs et de salariés. Et en fait, c'est Transition Pro qui gère cette partie-là, effectivement. Et donc, représentants d'employeurs et de salariés, ce sont les organisations syndicales et les organisations patronales qui valident effectivement, qui vérifient que vous avez bien validé les 7 domaines et qui vous donnent, ou non, ça arrive parfois, le diplôme, effectivement. Une fois la certification validée, donc je vous disais, qui atteste la maîtrise des 7 domaines, vous recevez votre diplôme directement chez vous. Ou lors de cérémonies, parce que je sais ou que lors dans de certaines cérémonies, régions, vrai, effectivement, il y a des... dans certains cadres, il y a effectivement des remises de diplômes officiels, effectivement, il faut le dire, tu as raison. Donc en fait, bon, finalement, je crois qu'on a tous des exemples. CLEA, c'est aussi un bon départ, un bon moyen de retrouver l'envie de se former Voilà. et d'aller plus loin. On voit que souvent les parcours C'est un marchepied, commencent comme ça, et puis voilà. On a beaucoup d'expériences de gens qui ont fait C'est un CLEA marchepied, et c'est qui même sont un tremplin. Tout un tremplin, effectivement, pour pouvoir se redonner de l'énergie, du dynamisme et de la motivation pour repartir sur un parcours de formation, plus ou moins long, effectivement, mais qui peut prendre en compte un ou plusieurs dispositifs de ceux qu'on a pu présenter ce matin. Super, super. Donc là, voilà, on a fait le tour de dispositifs que nous souhaitions vous présenter aujourd'hui pour vous accompagner, vous permettre de réussir votre reconversion professionnelle. Alors, on va prendre quelques questions. J'ai vu qu'il y avait quelques questions qui avaient été identifiées et peut-être redonner la parole à Thierry, qui a beaucoup de succès. Alors, j'ai vu que certains souhaitaient pouvoir entrer directement en contact avec toi. Alors, si vous habitez en Nouvelle-Aquitaine, ce sera peut-être plus simple, mais sachez qu'il y a d'autres Thierry, peut-être moins éloquents, j'en ne sais rien, mais en tout cas, vous trouverez d'autres Thierry dans l'ensemble des régions pour pouvoir apporter des précisions. Alors, donc, parmi les questions, une qui est pas facile, Thierry. Donc, ma formation dure 3 ans et je souhaite rester salarié jusqu'à l'obtention éventuelle du diplôme. Pour quelles raisons je ne peux prétendre à une indemnité pour les années 2 et 3 ? Merci à vous. Thierry, tu le sens ? Alors, déjà, moi j'aurais tendance à dire, ma formation est de 3 ans. Ça peut être faisable. Je parlais tout à l'heure de formation en discontinu, à temps partiel, où là, ce n'était pas le nombre d'années qui allait compter, c'était effectivement le nombre d'heures, et on peut faire 3 ans de formation, 1200 heures sur ces 3 ans, et le dossier peut être présentable. Je pense plutôt par expérience que la question qui a été posée concerne plutôt des formations à temps plein sur 3 ans, et notamment le cas des formations d'infirmières. Bon, c'est des formations qui nous posent problème, dans le sens où, comme on l'a dit,
C'est vrai que priorité est donnée sur les formations continues, ce qui est le cas sur les formations d'infirmières. Priorité est donnée sur la prise en charge d'une année. C'est là aussi où on peut travailler et où des cofinancements également peuvent être peut-être mis en place avec l'OPCA, dont peut-être dépend l'entreprise dans laquelle est le salarié. Alors, vous voyez, ça m'est difficile de répondre précisément sur cette question-là sans avoir vraiment les tenants et les aboutissants, mais et c'est là où je te rejoins effectivement, Lionel. Il y a plein de Thierry, et heureusement d'ailleurs, et vraiment n'hésitez pas à vous rapprocher de vos transitions pro régionaux, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos CEP, et en fonction effectivement de toutes ces conditions, une fois qu'on les aura bien identifiées, effectivement, là, on sera plus à même ou en mesure de vous dire oui, c'est faisable, ou non, malheureusement, ce n'est pas faisable. Oui, je pense qu'on peut retenir aussi que les réponses sont sur mesure, c'est-à-dire que là, on est en train de vous présenter un cadre général, national, sur des dispositifs, et de notre expérience, hein, et on sait bien que chaque projet est différent du projet précédent, et c'est en ça que les interactions, que ce soit avec le CEP ou avec Transition Pro, sont essentielles pour trouver la réponse sur mesure à la question, en fonction du territoire, des partenariats sur le territoire. Donc, c'est vraiment des réponses qui se construisent au plus proche de chez vous. Alors, peut-être, on va être obligé de choisir les questions qu'on peut traiter là, mais la question est-ce que les transitions pro, est-ce qu'on peut financer des formations en ligne Alors, rien dit, voilà. oui. Non, mais vas-y, Lionel, au contraire, je t'en prie. Oui, non, mais je veux voir si j'aurai le même succès que toi, mais Vas-y. il est effectivement possible, sous réserve de constituer le dossier adapté, de faire des formations à distance. Après, tout dépend si on demande ou pas le maintien du salaire. Là aussi, je dirais, il va y avoir des réponses individuelles, mais c'est effectivement possible dans le cadre du projet de transition professionnelle. Alors, je voulais qu'on prenne peut-être un temps, parce qu'il y a quand même la question, moi, que je vois là, sur la question du critère du budget en fonction de la période de la demande. Est-ce que ça joue plus ou moins si on est en début ou en fin d'année? Je pense que ça, c'est important qu'on y apporte effectivement une réponse. Thierry, Oui, tu alors, te lances? pas du tout. Cela n'a pas d'importance. Rassurez-vous, vous avez autant de chances que votre dossier soit accepté, que vous déposiez un dossier pour la commission de janvier que pour la commission de décembre. Les budgets que nous avons, d'une année sur l'autre, ils sont sensiblement les mêmes. On les connaît, on essaye de les répartir le plus équitablement possible, effectivement, sur toutes les commissions de l'année. Il y a une commission par mois. On sait pertinemment, vous avez compris le schéma, hein. Vous, sur un dossier PTP, vous allez passer en commission 2 mois avant le démarrage de la formation. C'est vrai qu'au mois de septembre, au mois d'octobre, quantitativement, c'est là où il y a le plus de formations qui démarrent. Donc, les formations de début juillet, de fin juillet ou de début août sont celles, effectivement, sur lesquelles on aura le plus de budget, mais proportionnellement au nombre de dossiers que l'on va recevoir. Parce qu'on sait pertinemment que sur ces commissions-là, c'est là où nous aurons le plus de budget. Donc, tout est fait de la manière la plus équitablement possible. Je crois qu'on peut confirmer, voilà, pour la Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, et on sait que les collègues fonctionnent tous de cette manière-là, donc n'ayez crainte, il n'y a pas de bon moment, si ce n'est le moment qui est bon pour vous, pour engager la démarche. Donc Thierry, sur est-ce qu'on peut effectivement entrer en relation avec toi, je te laisserai gérer ça de ton côté. Oui, bien sûr. Donc on a 2 questions, peut-être un peu plus sur Transco. Quel est l'intérêt de l'employeur s'il veut se séparer de plusieurs personnes, de s'engager dans Transco? Et puis une question sur l'accord GEPP. Alors Julie, est-ce que tu viens nous alors sachant qu'on pourrait presque tous répondre, mais comme ça on va faire un final. Qu'elle vienne avec nous. Je crois que l'intérêt de l'employeur, c'est aussi d'engager une démarche
d'accompagnement de ses collaborateurs, et puis pour des métiers qui seraient potentiellement fragilisés au sein de l'entreprise. Et puis pendant ce temps-là, pendant que les personnes sont en formation, c'est aussi intéressant au niveau de sa trésorerie, puisque la prise en charge des salaires est assurée par Transition Pro. Hein. Mais on voit bien que les employeurs qui s'engagent, ils le font autant pour des raisons qui peuvent être des raisons économiques que des raisons d'engagement vis-à-vis de leurs collaborateurs. Hein. C'est de trouver une solution quand on sait qu'aujourd'hui, les mutations, on y est confronté quand même dans beaucoup de domaines. Eh bien, c'est aussi une responsabilité collective que de pouvoir apporter des réponses et permettre aux personnes de rebondir, parce qu'en plus, pour les entreprises, c'est un intérêt évident que d'avoir des salariés formés sur un territoire. Et donc, si tel métier a moins de besoins, on sait aujourd'hui qu'il y a des besoins, une grosse tension sur un certain nombre de secteurs, même dans beaucoup de secteurs. Donc, de toute façon, l'intérêt de l'entreprise, il est assez évident, globalement. Hein, et puis, alors, l'accord GEPP, alors, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en 2 mots, un accord de GEPP, c'est un document officiel de gestion des emplois et parcours professionnels. L'objectif de ce document-là, c'est bien pour l'entreprise d'avoir une perspective sur sa gestion RH. En fait, tout simplement, on a un contexte, pour une entreprise, on a un contexte environnemental qui évolue. Les RH évoluent en fonction également du développement de l'entreprise. Et pour mettre en place ces accords de GEPP, les entreprises peuvent se faire accompagner par leurs OPCO. Bien souvent, on conseille à l'employeur de contacter son OPCO, l'opérateur de compétences, qui va l'accompagner soit par un diagnostic RH, soit sur directement l'accompagnement sur l'accord de GEPP. Mais voilà ce que je peux dire de l'accord collectif de la GEPP. Merci Julie. Eh bien, je propose, et comme en plus c'est moi qui présente, je pense que ça va se passer comme ça, que nous passions la parole à Céline. Donc Céline, tu es la directrice de Certif Pro et tu vas nous parler un petit peu du fonctionnement Certif Pro, fonctionnement réseau. Je te donne la parole. Merci beaucoup. Merci Lionel. Oui, effectivement, j'ai la lourde tâche. Surtout que là, il est 13h26. Je pense que certains sont peut-être en train de manger ou commencent à avoir faim. Donc, du coup, de garder le niveau d'attention sur. Oui, je voulais. Ça sera beaucoup plus court, je vous rassure, que l'intervention donc des collègues. D'ailleurs, je voulais vous remercier et vous confirmer que vos interventions sont très claires. Moi, je voulais vous parler un petit peu de ce que l'on fait en réseau. Donc, la première chose d'abord, je vais juste, en 2 mots, promis, vous présenter Certif Pro. Effectivement, qu'est-ce que Certif Pro? Certif Pro, donc c'est une association paritaire, exactement comme les associations Transition Pro. Donc, elle est nationale. Donc, les associations Transition Pro sont régionales. D'ailleurs, il y a de belles coquilles, voilà. Donc, l'association a été créée fin 2018. Nous avons 2 missions. Je vais surtout parler de la mission tête de réseau. C'est normal, ne vous étonnez pas. Donc, on a ce que l'on désigne plus communément par une mission certification. Donc, effectivement, nous sommes propriétaires de la marque et puis responsables des certifications CLEA numérique et bientôt CLEA Management, qui est en cours de création. Donc, vraiment en 2 mots, nous sommes le certificateur officiel CLEA. D'ailleurs, les transitions pro vous en ont parlé. Les transitions pro ont une mission d'information autour des socles de compétences que la certification CLEA. C'est en ça, en fait, que j'ai vu quelques questions sur le chat qui disaient « ça veut dire quoi facilitateur ?» Les transitions pro sont là pour vous informer si vous êtes intéressé par la certification CLEA et de vous faciliter la démarche. Donc ça, c'est pour répondre au passage à une question. Et
Donc, ça, c'est la première mission. Et la deuxième mission, celle qui nous préoccupe maintenant, c'est donc la mission tête de réseau des transitions pro, animation. Qu'est-ce que ça veut dire? Animation et coordination du réseau. Et donc, je vais pouvoir développer ça un petit peu plus loin. Donc, concrètement, on va dire, si on devait le résumer en 2 phrases, Certif Pro représente le réseau auprès de l'État et de France Compétences. Alors c'était dans une des slides, hein, mais effectivement, on n'est pas rentré dans le détail, mais France Compétences, c'est l'organisme public qui va donner les budgets à chaque association de transition pro. Donc voilà, on en a parlé. Et puis, auprès de l'État, les associations de transition pro sont financeurs chargés d'une mission de service public et donc sont agréés par l'État pour le faire. Donc, et effectivement, tout sans rentrer dans des considérations juridiques, tous les critères, les critères réglementaires d'éligibilité, les recommandations de France Compétences, certains en ont parlé dans le chat. Tout ceci, c'est ce qui constitue le fonctionnement des dispositifs. Et donc, du coup, et d'ailleurs, Julie aussi en a parlé dans le cadre de Transco, on dialogue avec l'État au niveau national pour représenter le réseau et faire remonter, voilà. Et on en parlera plus tard, la réalité du terrain et faire avancer les choses. Et au niveau plus, on va dire, interréseau, on impulse, on anime et on coordonne les projets nationaux. Donc, du coup, je vous propose de vous détailler, aborder, on va dire, quatre grands axes, si on veut. Donc, comment, en fait, on agit en réseau pour promouvoir et faciliter les transitions professionnelles sur les territoires. Donc, prendre un tout petit peu de hauteur. Donc, on peut passer la slide. Première chose, et du coup, effectivement, ça peut, venir compléter certains éléments qui ont été évoqués précédemment. 18 transitions pro, 13 en métropole, 5 dans les territoires ultramarins. Je salue d'ailleurs très chaleureusement, donc évidemment tout le monde, mais spécifiquement nos collègues dans les territoires ultramarins. Et je salue aussi plus précisément Transition Pro Mayotte, qui du coup aujourd'hui désormais est doté d'un chargé de mission qui est là sur le terrain pour promouvoir le PTP directement à Mayotte. Donc voilà, ça c'est la dédicace. Donc 18 transitions pro, des moyens et des priorités différents. Donc comment on gère ça quand on est un réseau? Donc nous on impulse, et tout le monde est partie prenante pour le faire évidemment, la mutualisation et le partage entre les transitions pro, ça peut être partage de pratiques, échange, mutualisation d'une partie des moyens et soutenir un exemple très pratico-pratique, Transition Pro Mayotte, voilà, existait depuis 2020, mais bon, c'était une nouvelle association qu'il fallait créer. Eh bien, il y a une entraide, hein, puisque le PTP, il existait, voilà, là, il y a une entraide, et donc on est là, nous, Certif Pro, en s'appuyant évidemment sur les collaborateurs du réseau, les collaborateurs externes, les directeurs, pour coordonner tout ça et faire en sorte que ça fonctionne, même si ça fonctionne bien, mais en tout cas, apporter le soutien si nécessaire. Équité de traitement, c'est important. J'ai vu dans le chat, il y avait des questions sur qu'est-ce qui se passe en cas de refus, etc. On vous a parlé du recours. Donc, comme tout dispositif de droit, hein, vous avez des possibilités de faire un recours. Il existe aussi une médiatrice.
qui rend, donc c'est la médiatrice de France de compétences qui rend un rapport tous les ans. Nous, Certif Pro, on dialogue avec elle, on travaille main dans la main, évidemment, pour le réseau, et tout ça dans le but de toujours faire améliorer le système, porter voilà, essayer de faire bouger les lignes, toujours au service de vous, les salariés, les bénéficiaires finaux, et puis favoriser l'harmonisation des pratiques. On est sur un dispositif, je parle spécifiquement du PTP, qui se base fortement sur l'individualisation. Vous avez vu qu'il y a, et Thierry l'a dit, sur certaines choses, on va, et Lionel également, on va regarder au cas par cas. On a besoin de dialoguer aussi pour s'assurer que chaque cas particulier, toutes choses égales par ailleurs, vont être traitées de la même manière. On y travaille. Ça peut prendre du temps sur certains cas très particuliers. Et donc, nous, Certif Pro, on est là aussi pour impulser ces travaux-là. On peut passer à la slide suivante. Alors là, du coup, là, j'ai pris un risque énorme, vous vous rendez pas compte, puisque j'ai pris le risque d'afficher des logos. Alors bon, c'est pour vous montrer la multitude des partenariats qu'on peut avoir, que ce soit aussi bien en région ou au niveau national. J'en ai oublié, c'est sûr. Voilà, donc à tous les partenaires éventuels qui pourraient regarder cette conférence ou en replay, ne soyez pas blessés. Pareil pour éventuellement les gens qui sont extrêmement rigoureux. On a toutes sortes de coopérations, certaines qui effectivement se soldent par une signature de convention institutionnelle, parfois non, mais ça ne veut pas dire qu'on coopère pas au quotidien. Donc voilà, pour vous montrer sur les territoires et au niveau national, on a parlé du CEP. On vous a indiqué effectivement, et je souscris fortement qu'il est fortement recommandé de se faire accompagner par un conseiller en évolution professionnelle, excusez-moi. Les transitions pro travaillent en partenariat, dialoguent avec les opérateurs du conseil en évolution professionnelle sur les territoires, pour que ce soit fluide, puisqu'on fait tous partie d'un système pour promouvoir et pour vous faciliter les transitions professionnelles. Alors, donc, on travaille aussi avec la GFIP. On travaille aussi, on peut faire des communications conjointes, des webinaires conjoints avec les OPCO. Et donc, on a toutes sortes de coopérations. Certaines, ça va être effectivement des webinaires conjoints, de la communication conjointe. Et on a dans certaines régions, auprès de certains partenaires, aussi des cofinancements. Pour faciliter la prise en charge de certains PTP. C'est souvent dans des cas précis, mais du coup, le réseau, que ce soit aussi bien au niveau national qu'au niveau régional, travaille aussi sur le plan institutionnel pour permettre de développer toujours plus l'accès au PTP, notamment. Et puis, par exemple, en ce qui concerne le dispositif démissionnaire, on a, dans certaines régions, des partenariats avec Pôle emploi, justement, pour travailler cette continuité. Donc, ce sont des travaux au long cours, mais toujours dans l'optique de faire en sorte que ce soit le plus vite possible. Voilà ce que je peux dire sur cette slide. Communiquer. Les transitions pro communiquent et nous, on vient en soutien de ces actions de communication. Voilà, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux ces visuels. Donc, on est là aussi pour coordonner certaines campagnes de communication, en fonction des dispositifs. Bon, là, j'ai pris changer de métier, la VAE. Évidemment, il y a aussi des choses sur transition collective, sur tous les dispositifs. Et puis, bon, nous, on apporte notre soutien en produisant des contenus qu'on met à disposition des associations de transition.
slide suivante. Je voulais attirer votre attention sur l'Observatoire des transitions professionnelles. Donc je vais encore faire une dédicace. Donc je salue très chaleureusement donc nos collègues de Bretagne qui portent l'Observatoire des transitions professionnelles pour tout le réseau. Ils portaient déjà auparavant l'Observatoire du congé individuel de formation. Donc, ce sont des experts. On a le souci d'évaluer notre action, aussi d'informer et de donner du sens. On a cette enquête nationale sur le devenir des salariés en reconversion, qui suit voilà, à travers des questionnaires, des cohortes, et on le publie. Le site est public. Vous pouvez, je vous ai mis l'URL, vous pouvez le consulter. Il y a toutes sortes de possibilités, il y a énormément d'informations qui vous permettent d'apprécier voilà, les parcours de ceux et celles qui ont changé de métier. Il y a des chiffres très concrets sur comment ça se passe en fonction des régions, en fonction des métiers visés. Et donc ça, c'est une information qui est destinée à tout le monde, aussi bien au grand public que aussi les acteurs de l'emploi-formation. Et ça, c'est aussi une action du réseau. Voilà, avec à la fois de multiples objectifs, un objectif pour informer aussi, et pour toujours bien se renouveler et s'interroger sur nos pratiques. Vous pouvez aller sur la dernière slide. Alors celle-ci, c'est la plus politique. Je l'ai mis en dernier, promis, ça ne sera pas trop long. Mais Julie en a parlé. En fait, on a effectivement, en tant qu'association paritaire nationale, on est mandaté par les organisations, par les partenaires sociaux, et notre but, c'est de favoriser l'innovation sociale. Et donc, à travers tous les travaux qu'on fait, on écoute le réseau, on analyse les réalités du terrain, on remonte au niveau national, on informe les partenaires sociaux, et ensuite, tout ça dans le but d'initier un dialogue et une co-construction entre les partenaires sociaux et l'État. J'ai pris un exemple, il y en a un autre, c'est le financement de la VAE. Donc, le financement de la VAE en 2020, il a été réactivé suite à toutes ces remontées. Et ensuite, il s'est arrêté, il a recommencé. Donc ça, c'est un exemple concret. Et aussi, évidemment, transition collective, comme l'a dit Julie, où là, le dialogue, il est permanent puisqu'on a vraiment cette articulation entre ce qui se passe sur les territoires. Julie l'a vraiment montré, elle vous a montré toute la chaîne de partenaires, et puis ce qui se passe au niveau national. Voilà, et je pense que de mémoire, c'était la dernière slide. Voilà, pour cette intervention sur le réseau. Et donc, j'en ai terminé là. Je pense qu'on a peut-être encore un tout petit peu de temps. Bien, on arrive à 3 minutes. Donc, vraiment. À 3 minutes de la fin. Merci Céline. Je pense que effectivement tout ça éclaire bien la manière dont à la fois on est au plus proche des personnes et puis en même temps des constats qu'on peut faire sur le terrain, on en fait quelque chose collectivement visant à outiller des réflexions politiques qui peuvent ensuite influencer la manière dont les dispositifs évoluent. Et tout ça, bien entendu, au service des territoires, au service des salariés, au service des entreprises. Et ça ne se fait pas à la fois sans le travail en réseau et sans les partenaires, qu'ils soient dans les régions, dans les territoires ou au niveau national. Et je pense que voilà, ta présentation a très bien expliqué la manière dont tout ça s'articule, comment tout ça fonctionne, et que nos actions mises bout à bout produisent des effets pour les personnes qui, in fine, vont nous solliciter pour mobiliser l'un des dispositifs qu'on a pu voir ou d'autres choses en lien avec les missions qu'on exerce. Et c'est certainement des choses qui ne sont pas visibles, et la mission et le rôle de CertifPro dans tout ça, c'est vrai que ce n'est pas forcément un rôle visible pour les personnes qui nous sollicitent, et c'était, je pense,
intéressant que tu puisses présenter comment on fonctionne et puis comment on est en lien aussi, parce que ne serait-ce qu'organiser ce type de webinaire là en région, et vous voyez qu'on tient des discours qui sont complémentaires et qui sont convergents avec l'ensemble des collègues des régions. Donc, je pense que tout ça, c'est une belle démonstration de la vitalité de notre réseau et de l'ensemble des expertises qui le composent. Donc, nous arrivons maintenant à la toute fin. Donc, il va nous rester simplement à vous saluer, à vous inviter, à vous inciter à oser prendre votre parcours en main et à poursuivre les démarches à l'issue de ce webinaire. Moi, je remercie les personnes qui ont travaillé à son organisation. Je vois Floriane qui est là, Céline également. J'oublie Floriane, dis-moi, qui d'autre a participé? Oui, j'ai Céline de Nouvelle-Aquitaine. Oui. Donc les Céline, Voilà. et donc les Céline en Nouvelle-Aquitaine, en Bourgogne-Franche-Comté. Merci Julie, merci Francis, merci Thierry. Avec plaisir. Et puis au plaisir de vous retrouver. Et merci à l'équipe des chatteurs. Et alors oui, merci à eux, Florence, Pascal, Ludovic. Bravo pour le boulot, c'est pas facile. Vous avez été à la hauteur du rendez-vous, donc merci à vous tous. Et maintenant, je vous laisse poursuivre vos parcours. À très bientôt. À bientôt.